Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette présentation de Kibana. Donc, on aurait aimé vous accueillir chez Infine dans nos locaux. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais on espère que la situation va s'améliorer et que on pourra vous accueillir. Donc, ça sera toujours mieux de se voir de visu. Donc, alors pour cette session, ça va durer une petite heure. Je vais vous présenter Kibana, les principales fonctionnalités. À tout moment, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Je jetterai un petit coup d'œil de temps en temps et j'y répondrai pas forcément sur le moment, mais en tout cas, je les reprendrai à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et, et on y va. Donc, Kibana, en pratique. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les principaux concepts et les principales utilisations qu'on en fait. On ne va pas faire tout le tour parce qu'en une heure, c'est un peu court. Donc, avant de commencer de parler de Kibana, je vais vous présenter d'abord la suite élastique. Donc, la suite élastique, c'est ce qu'on appelle ELK. Donc Elasticsearch, Logstash et Kibana. Donc pourquoi on en parle? Parce que en fait, ces trois solutions font partie de la société Elastic et c'est des solutions qui fonctionnent très très bien ensemble. Donc Elasticsearch, c'est un indexeur de données qui va permettre d'indexer toutes sortes de données. Et il a été popularisé parce que déjà, d'une part, il est il permet de recevoir tout type de données et il est très facilement accessible via une API REST. Logstash, bon, on viendra dessus tout à l'heure très rapidement, mais ça permet de transformer la donnée. Et Kibana qui permet de visualiser ces données. Donc, je vois qu'il y a une personne qui arrive en cours. Donc, euh, je vais reprendre. Est-ce que c'est possible de couper vos micros? Donc, avant de poursuivre, j'ai oublié de me présenter. Hein. Donc, c'est la première fois qu'on fait ce format-là sous forme de webinar. Donc, d'habitude, on est en présentiel dans nos locaux aux Champs-Élysées. Donc, moi, je m'appelle Charvanine. Je suis architecte cloud. Donc, j'interviens principalement dans le secteur bancaire, mais pas que. Je m'occupe de tout ce qui est design de solutions chez différents cloud providers, hein, que ce soit AWS, Azure ou IBM. Et de temps en temps, je fais aussi des formations. Donc voilà, pour petit aparté sur moi. Donc on reviendra plus tard. Donc, alors je disais Elastic, la suite ULK, donc Elasticsearch, Logstash, Kibana, qui fonctionnent très bien ensemble. Donc il y a d'autres solutions dans la société Elastic, mais ceux-ci sont les plus populaires. Et on dit ELK parce que ça ressemble à Elastic, mais il faut bien comprendre que ces solutions en fait ne s'utilisent pas dans ce sens-là. Donc, ça, c'est le workflow classique de la data. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà, on sélectionne de la data, donc on va collecter notre donnée. La donnée, elle peut être de diverses sources. Ça peut être aussi bien des fichiers texte, des fichiers à plat, la base de données ou ce qu'on appelle des agents. Des agents qui vont permettre, par exemple, de prendre des données sur les serveurs, la CPU, la RAM, l'usage disque. Donc ensuite, une fois qu'on collecte cette donnée, on va potentiellement, c'est pas une obligation, mais on va potentiellement la transformer. Alors, à quoi ça sert de la transformer? Ça permet plusieurs choses. Déjà, on peut faire de l'enrichissement. Et dans notre cas, pour Elasticsearch, on va transformer la donnée au format JSON parce que c'est le format qui est reconnu dans Elasticsearch. Donc ensuite, on stocke la donnée dans Elasticsearch et on va pouvoir ensuite la requêter. Et pour visualiser ces données de manière un peu moins brute,
donc autre que du format texte JSON, on va utiliser un explorateur de données qui s'appelle Kibana. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, j'ai été un petit peu trop vite. Alors, Kibana, les principaux use cases. Donc, si vous travaillez dans l'IT, le principal cas d'usage qu'on fait de Kibana, c'est du monitoring de logs applicatifs. Donc, plutôt que de visualiser ces logs sous forme de lignes de texte, on va essayer de retirer visuellement des indicateurs fonctionnels qui sont très percutants pour avoir une idée bien plus globale de ces données. Il faut savoir que les données qu'on peut ingérer, donc là, je parle de milliers de logs en temps réel, mais en fait, on peut aller jusqu'au million de logs. Donc, ça dépend sur quel point de vue on se pose. On va pouvoir faire aussi de l'exploitation de données géographiques parce qu'on va avoir des modules dans Kibana qui vont nous permettre de visualiser nos données sous forme géographique. Mais Kibana, ce n'est pas que de l'exploration de données. Il y a aussi d'autres modules. Donc, il y en a un, par exemple, il y a un module de machine learning qui va permettre de détecter des comportements inhabituels sur vos utilisations. Par exemple, vous avez un site internet, vous avez du trafic et vous savez que la nuit, il y a peu de gens et en journée, il y a de l'activité. Et si vous constatez par exemple une baisse d'activité qui a été détectée par le module de machine learning, vous pouvez vous attendre à ce que vous avez un problème sur votre site internet. Donc ça permet de faire un peu de prévention sur les problèmes. Il y a un autre module qui est aussi pas très connu, mais qui est vraiment très très utile, c'est le module Canvas. En fait, dans Kibana, vous allez voir après, on va disposer d'un certain nombre d'outils qu'on appelle des visualisations. Donc une visualisation, c'est un graphique. Un graphique type Excel, une courbe. Mais en fait, on peut très bien visualiser ces données sous forme de templates complètement customisés. Donc ici, c'est un template qui permet à une entreprise qui fait de la vente de vêtements de connaître son chiffre d'affaires annuel et de savoir où vont ses ventes. Donc visuellement, on sait très rapidement que cette entreprise, elle vend 62% chez les hommes et elle vend principalement des chemises. Alors que chez les femmes, ils vendent surtout des robes. Donc voilà. Ce qu'on va faire très bientôt, c'est on va voir Kibana en pratique. Donc là, il y a un peu de slides, mais tout de suite après, on va faire de la pratique. Donc, et ce qu'on va explorer, donc quand on va aller sur Kibana, on va avoir un menu. Ce menu-là, ça va représenter un peu toutes les fonctionnalités de Kibana. On va s'attarder tout à l'heure sur les trois premiers, qui sont Discover, Visualize et Dashboard. Donc j'en parlerai après. Donc le module Machine Learning, je viens d'en parler, donc c'est le moteur d'analyse de comportements anormaux. Il y a un module qui s'appelle APM, qui est un analyseur de performance d'application. C'est un module qui va vous permettre, dans vos applications, de détecter où est-ce que le temps est passé. Donc, ça va vous donner des indications sur des appels. Quelles sont les fonctions qui sont les plus consommatrices dans vos applications? Est-ce que je passe plus de temps à requêter ma base de données ou à appeler un autre service ou une fonctionnalité en interne? Graph, c'est un interpréteur de données en mode graph type NoSQL. DevTools, c'est une simple interface pour faire des requêtes API REST directement sur votre cluster Elasticsearch. La partie monitoring, donc on ne verra pas aujourd'hui, ça permet d'avoir des indicateurs de santé sur votre cluster Kibana et Elasticsearch, mais ça va vous permettre aussi de faire de l'alerting. Donc quand vous aurez des problèmes en production, vous serez averti par mail par exemple. Donc, nous, on va s'attarder sur comment créer un dashboard, comment visualiser des données dans Kibana. Alors, pour ça, on va se baser sur des données qui sont assez, on va dire, assez connues dans le monde de l'IT, qui vont être des logs Apache. Donc, alors Apache, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un serveur web et ça permet en fait de servir des pages HTML, des images sur les sites internet. Donc c'est ce qui vous permet en fait d'afficher des sites internet. Et un log Apache,
ça ressemble à ça. Donc chaque ligne, c'est un log. Donc c'est assez verbeux. Ça contient des informations sur quelles sont les ressources qu'on a demandées, donc quelle page HTML on a demandé, quelles images on a demandé, qui a fait la demande, les horaires, etc. Donc il faut savoir que ce genre de log sur des sites, vous pouvez en avoir des milliers à la seconde. Et interpréter ces logs-là, enfin les lire directement, c'est impossible. C'est impossible. On s'en sert surtout pour faire de l'archivage et pour faire du post-engineering une fois qu'on a des soucis. Donc, on va aller dans Kibana. Donc, Kibana, c'est une interface web, donc développée en HTML JavaScript. On va se servir de ces données de type Apache d'un site internet pour illustrer tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, lorsqu'on est dans le module Discover, donc on va explorer Discover Visualize Dashboard. Le module Discover, il y en a beaucoup qui s'en servent en fait pour voir leur log, tout simplement. Plutôt que d'aller chercher dans les fichiers, faire un contrôle F, enfin faire une recherche sur le fichier et trouver des erreurs, il y en a qui utilisent la partie Discover de Kibana. Et je dirais même qu'il y en a qui utilisent Kibana que pour la partie Discover. Donc c'est vrai que c'est facile. Mais en fait, la partie Discover, elle ne sert pas à ça. Comme son nom l'indique, elle sert à découvrir la donnée et à connaître sa donnée. Parce que, donc on le verra après, ce qui est important dans Kibana, donc je reviens sur la petite presse, c'est que pour faire un dashboard efficace, il vous faut deux choses. Il faut connaître sa donnée, donc savoir comment elle est structurée. Donc tout à l'heure, je disais qu'on pouvait mettre tout type de données dans Elasticsearch, c'est vrai. Mais c'est important de savoir comment votre donnée est structurée pour savoir quelles informations vous pourrez en tirer. Ensuite, deuxième point très important pour faire des dashboards efficaces, il faut maîtriser l'outil Visualize, donc connaître quelles sont les possibilités de représentation graphique de vos données. Et une fois que vous avez les deux, que vous savez comment est votre donnée, comment elle est structurée et comment vous pouvez la visualiser, alors vous pourrez faire un dashboard qui soit pertinent et performant. Alors, on revient sur la partie Discover. Donc, la partie Discover, elle est assez verbeuse. Donc, je vais vous montrer un peu comment on s'en sert. Donc, avant cela, il faut savoir que Kibana, c'est un outil qui est assez anti-intuitif, pas très ergonomique. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de boutons un peu cachés un peu partout et que la manière dont on utilise l'outil, elle n'est pas forcément intuitive et on aura du mal à trouver certaines fonctionnalités. Donc quand vous arrivez sur cet écran-là, vous allez tomber sur peut-être un histogramme, quelques données, donc chaque ligne ici, ça représente une donnée de Elasticsearch. Donc, sous-entendu pour moi, c'est une ligne de log Apache qui a été transformée en JSON et qui est ingérée dans Elasticsearch. Donc, moi, quand j'arrive dans cet écran, la première chose que je fais, c'est d'aller dans le menu en haut à droite pour sélectionner mon time range. Et ce que j'aime bien faire, c'est sélectionner les dernières 24 heures parce que ça me permet d'avoir un aperçu sur mon application sur les dernières 24 heures. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai ici en haut à gauche le nombre de lignes que j'ai sur les dernières 24 heures. Donc ici, j'ai 236 lignes de log Apache. Donc il y en a volontairement pas beaucoup pour l'exemple. Dans la partie ici, vous allez pouvoir explorer chacune de ces lignes et cliquer sur la petite flèche pour avoir un peu plus de détails. Donc, et dans le détail, vous aurez vos données sous deux formats. Sous forme de table, de type clé-valeur. Donc, on va avoir des informations de log Apache, donc l'adresse IP de la personne qui a requêté la page. On va avoir l'heure à laquelle elle a été interrogée. On va avoir le site qui a été interrogé, la page, le code réponse, si c'est un code d'erreur,
ou un code réponse, etc. Donc on va avoir un certain nombre d'informations. Donc ici, elle est représentée sous forme de tableau. On peut aussi la représenter sous forme de données brutes, telle qu'elle est réellement enregistrée sous Elasticsearch, donc sous forme de JSON. Donc encore une fois, ce sont des données qui sont assez lisibles, dans le sens où c'est écrit en français, mais elles sont pas encore très exploitables. Donc tout à l'heure, je disais que beaucoup de gens utilisent Kibana uniquement pour rechercher leur log. Et ce qu'ils font, c'est, ce que je vous montre maintenant, c'est utiliser la barre de recherche pour rechercher un code d'erreur. Donc la barre de recherche, c'est le cœur même de Elasticsearch, c'est de pouvoir faire des recherches de manière très rapide. Donc par exemple, si je cherche le mot élastique, automatiquement, donc en quasi temps réel, en fait, on va avoir les résultats de tous les logs où on va trouver le mot élastique. Donc ce que font les gens, c'est j'ai un code d'erreur, j'ai un message d'erreur, et ben je vais chercher mon message d'erreur et je vais pouvoir voir quand est-ce qu'il a été élevé et est-ce que j'ai des similitudes sur les logs avant-après. Donc autre fonctionnalité intéressante dans l'histogramme, qui n'est pas forcément connue, c'est qu'on peut faire un zoom. Donc ici, si je constate que j'ai un pic, ben, je peux faire une sélection sur mon histogramme et zoomer sur cette plage de temps pour réduire, on va dire, la fenêtre de résultats. Et là, vous voyez bien que je n'ai plus que 15 résultats. Donc, on va revenir sur 24 heures et tout réinitialiser. Donc, la barre de recherche, en fait, c'est pas une simple barre de recherche type, on va dire, moteur de recherche où vous tapez un mot et vous trouvez des résultats. En fait, derrière, il y a un langage qui s'appelle Lucene et vous pouvez faire de requêtes un petit peu plus enrichies. Donc, par exemple, si j'ai envie de chercher les codes response qui se finissent par 200 et j'ai une autre donnée des requêtes qui proviennent de la Chine, parce que j'ai une donnée qui provient de la Chine. Bon, là, j'ai pas de données qui viennent de la Chine, mais c'est pas grave. Je vais mettre taper la requête. Hop. Response. Alors, j'ai mal tapé la requête. Excusez-moi. Hop. Voilà. Donc là, on a un peu plus de données. Donc ça, c'est une façon de faire, mais encore une fois, ce qui est difficile quand on ne connaît pas sa donnée, c'est de savoir quoi rechercher. Donc c'est pas forcément la meilleure pratique d'utiliser directement la barre de recherche et de taper des mots hasard. En fait, une fonctionnalité qui n'est pas forcément connue, c'est d'aller sélectionner ici la liste des champs en fait qui sont disponibles sur vos données. Donc ça, c'est la liste des champs qui ont été indexés lors de l'ingestion dans Elasticsearch. Et lorsque je clique sur l'un des champs, donc par exemple sur MachineOS, et je clique sur le champ et non pas sur le add, parce que ça fait, ça fait autre chose. Quand je clique sur le champ, eh ben, je vais avoir un top 5 des valeurs qui me sont remontées. Donc là, je sais que dans mes valeurs, je vais avoir, pour MachineOS, je vais avoir Windows 8, OS X, etc. Et ensuite, comment je fais pour pouvoir filtrer dessus? Eh ben, j'ai la petite icône ici, qui est une sorte de loupe avec un plus, qui va me permettre de filtrer sur tous les résultats. Donc quand je fais ça, j'ai un petit fil qui s'est ajouté en haut, et j'ai ensuite les résultats uniquement sur Windows 8. Je vais remettre ça. Lorsque ici je clique sur Add, en fait ce que ça va faire, c'est que ça va filtrer les résultats ici. Plutôt que d'avoir la liste des champs en entier, parce que c'est un peu verbeux, ben, je vais juste m'intéresser aux champs qui m'intéressent. Donc par exemple, je veux afficher le host, je veux afficher l'heure de la journée à laquelle la requête a été faite,
Et petit à petit, comme ça, en fait, je vais m'approprier la donnée. Donc, encore une fois, le module Discover, il permet de découvrir sa donnée et de s'approprier son contenu. Donc, maintenant qu'on connaît un petit peu notre structure de données, qu'on connaît les champs, qu'on connaît les valeurs qu'elles peuvent retenir, on va s'intéresser maintenant à comment on les représente. Et pour ça, on va aller sur le module Visualize. Donc le module Visualize, c'est ce module qui va permettre de faire différents types de graphiques. Donc on va en faire quelques-uns. Il y a dans Kibana, il y a 18 types de visualisation possibles, donc qui sont ici. Ça va de la courbe type Excel, graphique Excel, donc line ou RR, aux coordinates map, région de map qui sont en fait des cartes du monde, des nuages de tags, des gauges. Donc on va en faire une tout à l'heure. Donc une gauge, c'est une sorte de compteur, etc. Donc ce qui est puissant dans Kibana, en fait, c'est que ces outils de visualisation, ils sont très facilement accessibles et très facilement paramétrables. Donc c'est ce que je vais vous montrer. C'est qu'en quelques clics, on va pouvoir ressortir des informations issues de log Apache qui sont pertinentes fonctionnellement. Donc, on va commencer par on va pas tous les faire, hein, je vous rassure. On va commencer par un camembert. Donc paille en anglais, camembert en français, sur nos données de log. Donc, ce qui est super simple, c'est que ici, dans la partie de gauche, vous avez, je vais réduire un petit peu la fenêtre, vous avez tout le paramétrage de la visualisation et le résultat ici. Et donc, pour le camembert, moi, par exemple, je vais faire une découpe sur les systèmes d'exploitation. J'allais dire par exemple, mais bon, j'ai préparé un petit peu. Donc les systèmes d'exploitation, il suffit de sélectionner l'OS et à chaque fois que je fais une modification, j'applique cette modification pour la voir apparaître ici. Et là, tout de suite, j'ai un petit résultat. Donc pas forcément lisible encore, mais il suffit simplement de jouer dans les options ici qui permettent d'habiller un petit peu le rendu de visualisation. Je vais ajouter les labels. Et là, en quelques secondes, j'ai un aperçu de mes données sur mes dernières 24 heures. Et je sais que, par exemple, 23% des personnes sont venues sur mon site ou sur mes sites via iOS, donc via leur téléphone, et 16% via leur MacBook. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde ma petite visualisation. Tiens, je vais la nommer, pour cette session, je vais la nommer yin, et puis je vais la nommer py. Donc j'ai mis en cette convention un nom, et puis underscore le type de visualisation. Parce que quand on va créer des visualisations, quand on en a des centaines, c'est bien de pouvoir les retrouver facilement. On va créer d'autres types de visualisations, donc plusieurs pour enrichir notre dashboard final. Donc cette fois, et on va aller de plus en plus compliqué, on va créer une jauge. Alors une jauge, qu'est-ce que c'est? Il faut voir ça comme un compteur de vitesse. Donc dans lequel vous avez qui part de 0 et qui peut aller jusqu'à un nombre que vous définissez. Donc moi, par exemple, la donnée fonctionnelle que je veux avoir sur cet indicateur, c'est est-ce que aujourd'hui ou sur les dernières 24 heures, j'ai atteint un nombre suffisant de visiteurs uniques sur mon site. Et pour ça, je sélectionne ma métrique, donc dans mes données de log, et je vais faire pas un compte cette fois-ci, mais un unique compte. Alors pourquoi je fais un unique compte? Parce que je veux un visiteur unique. Quand quelqu'un visite un site internet, il va aller sur plusieurs pages, il va télécharger des fichiers HTML, des images, des fichiers JavaScript, et chacun de ces téléchargements de fichiers va représenter un log. Moi, j'ai pas envie de compter tous ces logs, j'ai envie de compter cette personne qu'une seule fois. C'est pour ça que je fais un unique count. Et je vais le faire sur son adresse IP. Donc là, on a une petite barre de recherche. Hein.
Et voilà. Donc là, je vais avoir, donc le nombre va un petit peu changer. Donc je sais que j'ai 218 visiteurs uniques. Euh, on va faire un petit peu d'habillage. Donc je vais supprimer tout ça. Donc la jauge, en fait, c'est déterminer des ranges, des espaces. Donc on va dire que je vais faire des espaces des paliers de 100. Donc j'en ai ajouté plusieurs. Donc de 0 à 100, de 100 à 200, de 200 à 300. Et en faisant ça, en fait, je vais avoir visuellement, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Donc sachant que 300 c'est le maximum. Je vais pouvoir changer le texte pour avoir quelque chose de un peu plus, on va dire, lisible. Donc logiquement pour moi c'est du vert au rouge, enfin du rouge au vert. Donc quand c'est rouge c'est mauvais et quand c'est vert c'est bon. Et puis je vais inverser simplement la courbe de couleur. Donc ça veut dire que quand je suis dans la mauvaise page je serai rouge. Si je suis après moyen je serai orange et sinon je serai vert. Pour illustrer l'exemple, là je vais changer les paliers des vitesses. Je vais mettre des paliers de 150. Donc ce qui est pratique, c'est qu'il suffit de cliquer sur Add Range pour que automatiquement les paliers se créent. Et en faisant ça, donc là je vais tomber dans l'orange, donc au milieu, et je sais que fonctionnellement je suis à la moitié de mes objectifs. Donc, je vais sauvegarder aussi cette petite visualisation. Qui s'appelle gauche. Voilà, et puis on va faire maintenant, donc, bon, je vais jeter un petit coup d'œil sur les chats, donc pas de questions, donc ça veut dire que tout est clair, mais surtout n'hésitez pas à poser des questions, hein. On va vous faire des remarques, hein. On va faire quelque chose d'un peu plus intéressant, donc lightmap. Donc ça, lightmap, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Kibana parce que donc c'est une matrice à 2 dimensions. C'est quelque chose qui est assez simple à configurer et qui permet d'avoir des informations fonctionnelles très pertinentes rapidement. Donc, c'est une matrice à 2 axes, hein, et une vague, donc carte de chaleur. Et ce que je vais essayer de faire apparaître en fait ici, c'est ma fréquentation en fonction des pays et des heures de la journée. Donc j'ai 3 dimensions. J'ai les heures de la journée, les pays d'origine et la fréquentation. Donc là, idem que tout à l'heure, je vais compter mes visiteurs uniques, donc représentés par leur adresse IP. Et sur l'axe des ordonnées, j'ai affiché des pays. Donc les pays, ils sont dans mes données, dans un champ qui s'appelle GeoSRC, tout simplement. Et puis je vais afficher par exemple les 6 premiers pays. Voilà. Je vais ajouter dans l'axe des ordonnées, donc x-axis, les heures de la journée. Donc, je vais simplement faire un date histogramme. Et puis voilà, je vais mettre en mode auto. Donc je vais refermer tout ça pour avoir une vue un peu plus claire. Donc mes clients uniques. Sur l'axe Y des ordonnées, les sources. Et sur l'axe des abscisses, le temps. Donc si tout va bien, ça devrait m'afficher une heatmap sur les dernières 24 heures. Donc une heatmap, carte de chaleur. Donc je vais faire, j'aime bien mettre jaune, vert, rouge. On va mettre 5 dégradés de couleur pour que ça soit un peu plus visible. Et voilà. Donc voilà, ça c'est une heatmap. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sur mes ordonnées la liste des pays. Donc l'Indonésie, l'Inde, excusez-moi, IN c'est l'Inde, la Chine, les États-Unis, etc. L'heure de fréquentation. Et ce que je peux constater, par exemple, c'est que en Chine, en fait, on consulte beaucoup les sites
on va dire entre 13h et 14h. Alors qu'aux États-Unis, peut-être à cause du décollage horaire aussi, on est plutôt dans la fréquence 10-11h, etc. Donc voilà. Moi j'aime bien parce que voilà, en quelques clics, on a un indicateur métier qui est assez intéressant. Il ne faut pas oublier que on part de ce fichier-là. Donc idem, je vais sauvegarder ça, je vais l'appeler pareil, in bitmap. Voilà, donc autre chose très intéressante toujours dans les différents types de visualisation, qui est aussi très facile à paramétrer, on a les régions de map, donc la carte du monde, la fameuse carte du monde. La fameuse carte du monde, donc comment ça fonctionne? En fait, il faut simplement que dans vos données, que vous ayez des données géographiques. Donc moi j'en ai et je vais les utiliser. Donc je vais compter toutes mes lignes toujours sur les dernières 24 heures sur mon champ que j'indique ici, qui est GeoSRC. Ah, petite coquille. GeoSRC. Et je vais afficher pas 5 pays, mais je vais en afficher au moins 10. Et voilà. Et logiquement, voilà, tout comme la carte de chaleur, j'ai une vue assez claire de d'où proviennent mes principaux visiteurs. Donc, plutôt que de taper des requêtes textuelles de type select étoile en base de données, j'ai une représentation graphique qui me permet d'avoir très facilement un aperçu de mes visiteurs. Donc, je sais que le plus gros de mon activité vient d'Asie et principalement de Chine et d'Inde. Donc idem, voilà, j'ai fini, hein, c'était pas plus compliqué que ça. Je sauvegarde la carte. Donc j'ai appelé InMap. Donc maintenant, pour terminer avec les visualisations, un petit tour. Donc, on a 18 types de visualisations différentes qui sont proposées par Kibana. Et en fait, parmi ces 18, il y en a une qui est assez particulière, hein, qui s'appelle Vega. En fait, Vega, on va en faire un, c'est, contrairement aux autres modules, c'est pas du paramétrage en faisant quelques clics et des choix. C'est du code que vous devez écrire au format JSON pour représenter vos graphiques. Et ce qui est puissant dans cet outil, c'est que vous pouvez représenter tout type de graphique. Donc là, ici, il y a un exemple, mais moi, j'ai préparé un autre type de code. Et ce que j'ai préparé, c'est un code qui permet de voir le flux des requêtes. Donc de quel pays, vers quel pays vont mes requêtes. Ah mince, j'ai pas fait le bon copier-coller. Donc, ça sert à rien de vouloir développer ses propres scripts qui sont assez volumineux. En fait, il y a un site internet qui s'appelle Vega JSON, qui a un certain nombre d'exemples de représentations. Donc, vous avez toutes ces visualisations-là qui sont accessibles, du TreeMap, cartes de chaleur, etc., qui sont décrites ensuite au format JSON et qui vous permettent en fait d'intégrer ces visualisations-là qui ne sont pas d'origine dans Kibana et de pouvoir les intégrer dans Kibana. Donc moi, j'ai préparé un petit bout de code qui permet de faire quelque chose d'assez sympa, hein. J'ai cherché, je ne vais pas l'écrire sous Vision, hein, j'ai fait un copier-coller parce que le code est un peu long. Voilà. Et voilà, ça c'est d'un Vega, simplement. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça donne les pays sources et les destinations. Donc simplement, quand je me positionne ici, par exemple, je sais que la Chine requête
principalement vers la Chine, parce que ici, je vois une grosse barre qui va vers la Chine. Si je vais sur l'Inde, eux, ils sont principalement clients de l'Inde et de la Chine. Et je peux aussi cliquer pour avoir un détail uniquement sur l'Inde, etc. Si je veux changer un petit peu mon paramétrage, hein, je peux, hein, pour avoir des choses un peu plus lisibles. Voilà, je peux jouer sur mon paramétrage JSON. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué par rapport aux autres outils, mais ça permet d'avoir des visualisations qui sont très différentes et très personnalisées par rapport à ce qu'on peut déjà voir dans Kibana. Bon, je vais faire la même chose, donc je vais sauvegarder ma visualisation. Donc là, je vais l'appeler Vega. Et donc voilà. Donc, on a vu Discover, donc exploration de données. On a vu quelques types de graphiques, visualisation. Donc maintenant qu'on maîtrise un peu les deux, on peut construire un dashboard efficace. Alors pour la partie dashboard, c'est la partie, on va dire, la plus amusante dans la construction. Donc dans le menu dashboard. Alors ça rame un peu parce que je suis sur mon cluster de mon PC en local, qui n'est pas forcément une machine puissante, hein. Mais ça suffit pour faire tourner Kibana et Elasticsearch. Donc, alors, pour créer un dashboard, c'est super simple. Donc, je clique sur créer mon dashboard. Je vais faire un petit collapse. Et je vais simplement ajouter mes visualisations. Donc, je les avais appelées yin quelque chose. Et je vais cliquer sur mes visualisations pour les faire apparaître. Donc, je vais toutes les faire apparaître. Hop, hop. Et voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, une fois que vous avez vos visualisations, vous pouvez voir les agrégés dans les dashboards. Vous pouvez redimensionner comme vous voulez pour modifier la représentation, faire des déplacements, etc. Et chose intéressante, c'est que vos données, en fait, ici, elles peuvent être filtrées également. C'est-à-dire que si je sélectionne l'un des champs, par exemple, je veux voir mes utilisateurs de iPhone, donc iOS, je vais cliquer sur iOS. Le champ, enfin, iOS va être filtré ici en haut, et tous mes graphiques qui s'en suivent, qui sont représentés dans ma page, vont être filtrés sur iOS. Donc là, j'ai une vue sur métier qui me permet de dire, bah, tiens, mes utilisateurs iOS se comportent de cette manière-là. L'intérêt aussi du dashboard, c'est de pouvoir le partager sur des open space et que tout le monde ait accès à ces informations. Donc une autre fonctionnalité méconnue des dashboards, c'est que là je vous ai montré qu'on pouvait filtrer, c'est on a toujours accès, comme à Discover, aux règles de temps. Donc on peut avoir des données sur les 7 derniers jours, par exemple. On peut filtrer ici, dans la barre de recherche. Je vais m'intéresser par exemple uniquement à tout ce qui n'est pas des réponses OK, donc qui ne sont pas des réponses 200. Et je vais avoir voilà, un certain nombre d'indications et d'indicateurs. Donc voilà, on en a fini avec cette petite présentation de Kibana. Avant de terminer, donc comme je vois qu'on a un peu de temps et qu'il n'y avait pas eu trop de réponses, je vais vous montrer une autre fonctionnalité un peu sympa de Kibana. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé des canvas, donc qui se rapprochent un peu des dashboards, ce sont des dashboards particuliers. Non, avant ça, avant de parler des canvas,
je vais parler de la donnée. Donc aujourd'hui, on a parlé de données de log applicatif. Si vous travaillez dans l'IT, si vous utilisez Kibana ou si vous avez entendu des gens qui utilisent Kibana, très souvent, en fait, on utilise Kibana pour faire du monitoring de log applicatif. Mais en fait, Kibana, ça permet pas que de faire du log applicatif. Ça permet de faire des choses assez différentes. Et dans le assez différent, ça va être par exemple visualiser si votre base de données, si dans Elasticsearch, vous n'aviez pas des logs, mais vous aviez par exemple des livres, une bibliothèque de livres, vous aviez la liste des livres de Shakespeare, vous auriez très bien pu visualiser en fait sous forme de statistiques les livres de Shakespeare. C'est-à-dire telle personne, qu'est-ce qu'elle dit, quels sont les mots les plus utilisés dans la langue de Shakespeare, etc. Moi, j'ai un dashboard que je vais vous présenter ici, qui représente des données sur les vols aériens. Donc, qui prend quoi comme avion, vers quelle destination, etc. Donc, je vais vous montrer ça. C'est un dashboard qui a été préparé, enfin qui fait partie en fait des jeux de données de Kibana. Et ici, en fait, si vos données, ce n'étaient pas des logs applicatifs, mais simplement des informations d'une base de données aérienne sur les dernières 24 heures, donc ça rime un peu parce que je suis sur mon PC local, vous allez avoir un certain nombre d'informations sur c'est quoi les vols d'aujourd'hui, combien il y a eu de vols, quel est le prix moyen d'un billet d'avion, quelles sont les compagnies aériennes les plus utilisées, etc. Donc c'est vraiment Kibana, ça ne permet pas que de faire du log applicatif et ça ne sert pas que aux utilisateurs de production, ça peut aussi être des tableaux de bord qui servent à des métiers, à des fonctionnels, pour avoir des données, des indicateurs, des statistiques intéressantes. Et donc là, c'est des visualisations de Kibana. Donc, la partie Canvas, ce qui est intéressant dans la partie Canvas, c'est que si on veut rendre ces visualisations, ces dashboards, on va dire, un peu plus customisés, enfin beaucoup plus customisés, et qui se rapprochent plus, on va dire, de votre politique visuelle de l'entreprise, eh bien, on va pouvoir développer ce qu'on appelle les Canvas. Et les Canvas, donc là, j'ai mes canvas de trafic web. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure, toujours pour mon dashboard sur mes logs Apache, mais qui sont représentés sous un autre format, un peu plus, on va dire, sexy, un peu plus visuel, avec mes différents codes HTTP, mes visiteurs, les différentes anomalies, etc. J'ai aussi la même chose côté compagnie aérienne. Donc on peut très bien imaginer que la compagnie aérienne, elle ait envie d'avoir des indicateurs qui sont plus à leur image et elle va avoir des petites icônes un peu plus sympas avec des avions, voilà, le temps en vol, le nombre d'annulations, etc. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc là, je suis sur le chat, j'ai pas de questions, mais je suis ouvert à vos questions. Et il nous reste 15 petites minutes pour y répondre. Alors, on pose la question, c'est quoi TimeLion? Alors, TimeLion, je ne vais pas pouvoir vous faire une démo là parce que mes données ne sont pas pertinentes pour le faire, mais je peux vous l'expliquer. TimeLion, en fait, c'est dans le menu ici, il a un menu à part entière, mais en fait, TimeLion, c'est simplement un type de visualisation. Donc, si je vais dans la partie visualisation,
Visualize. Je vais créer un nouveau type de visualisation. Et vous allez constater qu'il est en fait disponible dans la liste des visualisations. Alors pourquoi on en parle beaucoup de TimeLion? C'est parce que c'est une visualisation particulière et qui a une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est le recoupage d'informations entre les informations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, je vais attendre que ça s'affiche. Donc, je vais sélectionner TimeLion. Donc, c'est un type. Hein. Donc, parmi tous les types de visualisation, vous avez TimeLion ici, qui est en fait la même chose que le menu ici. Tout d'abord, c'est un langage de requête à base de Elasticsearch quelque chose, donc qui est simplifié par .es. Et pourquoi on peut recouper de la donnée dessus? C'est parce qu'en fait, c'est des requêtes sur lesquelles on va pouvoir faire des opérations. Par exemple, on va pouvoir sélectionner deux types de données et faire des opérations entre elles. Par exemple, je veux compter le nombre de visiteurs et compter la taille des pages et faire des opérations entre le nombre de visiteurs et la taille des pages. Ce que je ne peux pas faire avec les autres types de visualisation. Le problème des autres types de visualisation, c'est qu'on ne peut pas faire de recoupage de données entre elles. On ne peut pas faire des opérations entre les données. Vous avez les données, elles sont uniques. Vous pouvez soit, par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré le camembert qui permet d'afficher les OS. Et ben, je peux faire que ça. Je peux juste afficher l'OS. Mais si j'avais envie d'afficher, de faire une opération sur les OS et de faire un pourcentage de gens qui se connectent par exemple entre 18 et 20 heures, je n'aurais pas pu. Mais c'est des choses que je peux faire sur TimeLion parce que avec des opérations, je vais pouvoir afficher d'autres choses. Donc là, je suis pas sûr que mes données sont adéquates. Ouais, c'est ce que je pensais. Pour faire la démonstration, mais voilà, TimeLion, c'est un type de visualisation particulier. D'autres questions? Alors, j'ai une autre question, c'est est-ce qu'on peut être opérationnel sur Kibana tout seul? Est-ce que ça s'apprend tout seul? Alors, par expérience, tous ceux que je connais qui ont essayé Kibana et qui ont essayé de l'apprendre tout seul, en fait, ils se sont un peu cassés les dents. Parce que comme je vous le disais, Kibana, c'est pas un outil qui est super intuitif, qui est très user-friendly. Il y a beaucoup de fonctionnalités, il est très puissant. Et ce que j'ai retenu des différents sondages que j'ai fait au cours de formation, c'est que les gens étaient frustrés, en fait, parce qu'ils savent, ils sont conscients en lui disant que c'est un outil qui est puissant, que c'est un outil qui est non facile à prendre en main, mais ils n'arrivent pas à le maîtriser seuls. Donc, moi, je conseille quand même, et c'est pas pour faire une part commerciale, de suivre une petite formation. Et les formations, c'est pas des formations d'une semaine. Hein. En une demi-journée, on peut être formé à Kibana et faire ce que je viens de vous montrer. Voilà, deuxième question, quels sont les types de données supportés par la stack ELK? Alors, donc, pour répondre à cette question, quels sont les types de données qui sont supportés? Je vais revenir sur ce petit schéma-là. En fait, le moteur de Kibana, c'est Elasticsearch. Donc ça, on peut dire que c'est sa source de données. Et Elasticsearch, ça, c'est des données qui sont au format JSON. Donc il faut impérativement que vos données soient au format JSON. Mais ça ne veut pas dire que si vos données ne sont pas, vos données brutes ne sont pas JSON, que vous ne pouvez pas les mettre dans Elasticsearch. C'est pour ça qu'on a Logstash qui permet en fait de transformer vos données au format JSON. Donc on peut très bien avoir des données qui sont des fichiers de log, des fichiers. On peut très bien avoir des livres
comme je le disais tout à l'heure. On peut avoir des données qui sont de type base de données, dans lesquelles on ferait des selects, des données de type metric bit. Donc metric bit, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est des données CPU, mémoire, conso disque, qui sont envoyées et qui sont ensuite reformatées en JSON pour pouvoir les insérer dans Elasticsearch. Alors, est-il possible de connecter un autre outil de visualisation que Kibana comme Grafana à la stack ELK? Alors, oui, évidemment. À l'origine, il faut savoir que la société Elastic, elle avait Elasticsearch. Elle avait Elasticsearch et elle a racheté en fait les solutions, le stage Kibana pour en faire une suite qui marche très bien ensemble. Donc Elasticsearch, on va dire, c'est la partie qui est donnée. L'Ostache, c'est la partie qui va permettre de faire l'ETL, donc extract, transform, load, et de transformer ma donnée. Et Kibana, c'est la partie qui va être la visualisation de données. Et d'ailleurs, en bas, je vous ai mis les anciens logos, donc, qui sont assez marrants. Et Logstash Elastic, en fait, il s'interface très bien avec d'autres outils et il est aussi utilisé avec deux autres outils comme Grafana. Grafana qui permet aussi de visualiser de la donnée comme Kibana. Tout simplement parce que Elasticsearch, derrière, c'est une API REST et qu'elle est assez simple à utiliser. Donc, alors, est-ce que ELK peut s'intégrer aux solutions cloud du marché? Alors, la réponse est oui, bien évidemment. Elle s'installe aussi bien. Alors, il y a plusieurs réponses. Tout d'abord, elle s'installe très bien sur du cloud public ou privé, que ce soit sur Amazon, Google, Azure ou autre. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des cloud providers qui proposent déjà du monitoring applicatif ou des solutions de type PaaS directement avec Elasticsearch Kibana. Donc, par exemple, jusqu'à pas très longtemps, IBM, Kibana, c'était la solution native de monitoring de toutes vos applications et de toutes vos ressources cloud. D'ailleurs, Amazon, ils ont aussi lancé une instance ELK, enfin une solution propre à eux. Ils ont forqué la solution élastique et vous pourrez retrouver un petit comparatif, on va dire, assez sympa sur le site Elasticsearch entre est-ce qu'il vaut mieux utiliser la solution élastique de AWS ou la solution Elasticsearch de Elastic. Alors, voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai une question pour vous et ça me ferait plaisir si vous pouviez répondre en commentaire. C'est est-ce que le format en webinar comme ça à distance, ça vous a plu ou est-ce que vous êtes plutôt fan des présentations en présentiel, c'est-à-dire dans les locaux? Donc s'il y a un petit avis dessus, ça ne serait pas de refus. Voilà, donc, bon, j'imagine. Alors, pour terminer, donc c'est vrai que c'est pas si mal en fait d'être à distance parce que on va peut-être réfléchir pour les autres présentations qu'on fait de le faire en double, c'est-à-dire à la fois en présentiel parce que ça permet quand même d'échanger de vive voix après plus simplement, mais aussi à distance parce que c'est aussi pratique. On peut pas forcément se déplacer euh, après le boulot et puis on aime bien rentrer chez soi et puis voir tranquillement. Donc on verra comment on le fait, mais je pense qu'on va essayer de le faire en multiplex, c'est-à-dire à la fois en présentiel et en même temps diffusé sur Internet. Et si vous avez d'autres questions, en tout cas, voici mes coordonnées. Donc on vous les rappellera, je pense, Nasta vous les rappellera. Vous pouvez me contacter par mail pour vos questions et puis on a un petit site internet, donc n'hésitez pas à le visiter. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis voilà, j'espère que ça vous a plu.